Okay, so we're going to spend the next, I think, I know, Gillian, 20, Nous avons 25 maintenant minutes. 20-25 minutes, c'est ça, Gillian? Sorry. Until 12:30. Nous avons jusqu'à 12h30 pour cette période de questions. J'invite les conférenciers à se joindre à nous ici, à la table. Dr Mété, Dr Imran. Et n'oublions pas le Dr Turcotte. Donc, nous allons attendre que les conférenciers arrivent. J'ai quelques questions ici, entre les mains, questions qui ont été posées par les gens dans la salle. Il y a des questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre. Il y a des questions auxquelles on répondra plutôt cet après-midi. Alors, ne soyez pas offusqués si on ne répond pas à votre question maintenant. Et incroyable, mais je peux lire l'écriture de tout le monde grâce à mes lunettes. Donc, commençons en attendant les autres conférenciers par les premières questions. Celle pour le Dr Mété. Est-ce que les pathologistes qui ne travaillent pas dans les hôpitaux universitaires peuvent aussi diagnostiquer les TNE? Première question. Alors, pour y répondre, les pathologies endocrines, c'est une sous-spécialisation. Alors, je considère que ça devrait être référé à des pathologistes qui ont une expertise en tumeurs neuroendocrines. Il n'y en a pas beaucoup ici, ni en Europe. Cependant, nos collègues nous réfèrent beaucoup de patients, et surtout en ce qui a trait aux cas difficiles pour lesquels ils ont besoin de notre aide. Et ça, c'est très bien en ce qui a trait à la consultation. Mais les demandes de patients, les consultations plus précises sont toujours acceptées aussi. Je ne peux pas dire qu'il y a un réseau très, très bien développé, malheureusement, ce qui a trait à la consultation pour les cas de tumeurs neuroendocrines. Et qu'en est-il des États-Unis? Il y a un groupe de pathologistes qui ont participé à la rédaction de directives de pathologie sous les auspices de la North American Neuroendocrine Tumor Society. Ces directives ont été publiées dans le Journal of Pancreas et tous ces co-auteurs sont tout à fait prêts à fournir une opinion d'expert. Il y a aussi un document qui a été publié récemment en 2009 qui a clairement défini les exigences minimum pour ce sujet. Et à cet égard, il y a le College of American Pathologists qui a une liste de vérification pour les tumeurs neuroendocrines. Et il faut fournir donc le résumé dans notre rapport, c'est-à-dire la partie la plus exhaustive des marqueurs biologiques et le système de stratification. Le problème ici, c'est que si vous avez besoin d'évaluer d'autres marqueurs pronostiques, ceux-ci ne sont pas disponibles dans la plupart des hôpitaux communautaires, mais dans les grands centres bien organisés tels que le nôtre et dans les grands départements de pathologie, on peut faire ça. Très bien. Prochaine question pour le Dr Turcotte. Je vais la lire. En fonction de votre présentation, apparemment, il est avantageux d'utiliser les PET scans comparativement aux autres scans. Est-ce que ceux qui n'ont jamais reçu ces tests PET devraient les recevoir? Eh bien, je vous ai parlé de la sensibilité et de la précision des PET scans avec le gallium-68. C'est plus sensible, c'est plus précis quant à la détection des stades. Alors, si quelqu'un veut recevoir ce scan, c'est possible s'ils ont déjà utilisé l'octréotide. Pouvez-vous nous parler des tests que vous choisissez selon les différents types de maladies? Eh bien, pour les différentes pathologies, en fait, je crois que l'octréoscan avec l'indium 111 est en fait le premier examen à effectuer parce que il est largement disponible, mais il est difficile aussi d'obtenir du financement pour ce genre de traceur. Je crois que ce serait le premier test à utiliser. Et ensuite, s'il est négatif, si on veut vraiment être sûr que le résultat est négatif au niveau de la stratification, la deuxième étape serait, le deuxième examen serait celui au gallium-68. Et pour les États-Unis, vous avez parlé de différenciation. Et je crois que vous avez fait allusion à ceci dans votre présentation, docteur, les patients qui ont des tumeurs de grade 1 ou de grade 2, c'est-à-dire bien différenciées ou modérément différenciées.
auront un octreoscan positif à 80-90% des cas. Et ceux qui ont des tumeurs mal différenciées n'auront habituellement pas un octreoscan positif parce que ces tumeurs sont devenues plus malignes et donc plus différenciées. Et elles ne se comportent pas comme des cellules neuroendocrines normales et elles perdent l'expression des récepteurs de somatostatine. Donc, il y aura un octreoscan négatif. D'autre part, le comportement de croissance agressif fait en sorte qu'on risque plus que d'avoir un PET scan négatif avec FDG. Effectivement. Merci beaucoup. Prochaine question, Dr. Coles. Vous avez le L-Sutton qui serait aussi une option pour les tumeurs pancréatiques. Cindy Sennett. Cindy Sennett-Sutton. Effectivement, ça a été très intéressant. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est produit, mais quand on était récemment avec les gens de la FDA, je suis allée là en tant que consultant pour Novartis, rencontrer ces gens. Nous avions 4 heures pour faire une présentation sur Afinitor le matin et ensuite ils ont voté et dans l'après-midi, Pfizer avait aussi 4 heures pour présenter ses données à la FDA sur Sutan. Et, en fait, Sutan faisait l'objet d'un document qui a été publié dans le même journal, dans la même revue, dans le même numéro du New England Journal of Medicine la même semaine. Dans le même numéro que celui où il y avait un article sur Afinitor. Et la FDA a voté dans l'après-midi à 8-2, pas 10-0 comme pour Afinitor, 8-2 pour l'approbation de Sutan. Donc, ça va devenir une option aussi pour tous ceux d'entre vous qui avaient des tumeurs neuroendocrines pancréatiques. Il y a une différence au niveau du profil de sécurité. Le pourcentage de patients qui ont des régressions tumorales objectives est faible, mais similaire dans les deux cas. Et le temps nous dira dans quel ordre est-ce que ces deux médicaments devront être utilisés. Prochaine question. Une question pour le docteur. Enfin, on va garder les questions pour le docteur Imran. Je crois qu'il a sauté sur son vélo. Il n'a pas pu résister à ce beau soleil. Mais je vais lui en glisser un mot lundi prochain. Alors, quel est le coût lorsqu'il s'agit d'envoyer quelqu'un à l'étranger pour obtenir les scans, le coût au niveau de la logistique? Une question pour le docteur Turcotte. Je n'ai pas vraiment examiné cette question des coûts parce que pour le traceur, ce n'est pas très coûteux. Ça sera peut-être $500 si on veut avoir accès au traceur. C'est pas très cher pour le gallium 68. Mais si on veut faire des traitements, il faut importer le traceur. Donc, il s'agit de transport par avion, approbation sur sol canadien. Et je suis supposée recevoir dans quelques jours des renseignements sur la réception de 100 000 écuries au Canada. Donc, à ce moment-là, je pourrai vous donner une réponse plus définitive dans quelques jours. Mais on ne parle pas de milliers de dollars pour le traitement. C'est moins cher que d'aller à l'étranger. Ça peut coûter 20-30 000 dollars. Il y a des gens qui doivent hypothéquer leur maison pour obtenir des traitements à l'étranger. Donc, on veut les offrir au Canada, ces traitements. Ça coûte beaucoup plus cher de recevoir les traitements à l'extérieur du pays. Ah oui, ça c'est clair. Bien. Une question pour Dr. Mété et Dr. Turcotte. Comment est-ce que la pathologie et la médecine nucléaire peuvent travailler ensemble pour traiter les patients? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux spécialités? Bien sûr. Que dire de plus? C'est un travail d'équipe. On a besoin des chirurgiens, on a besoin des endocrinologues, des radiologistes, des pathologistes. Tous ces spécialistes doivent travailler de concert. Je ne peux pas travailler seul. Il faut travailler en équipe. C'est clair. Une question pour le Dr. Coles. Quand est-ce que vous décidez d'augmenter la dose d'octréotide à action longue et pour qui? Je fonde ma décision sur le changement de dose d'octréotide sur 2 facteurs. Premièrement, si je juge que je contrôle de façon optimale le syndrome carcinoïde. Deuxièmement, si le 5-HIAA augmente et s'il y a progression
de la tumeur sous-jacente. Donc, j'utilise plusieurs facteurs. Est-ce qu'il y a croissance tumorale? Est-ce que les paramètres biochimiques augmentent? Et est-ce que les symptômes sont mal contrôlés? Nous savons que si la sérotonine métabolite augmente, si la normale est de 6, si on atteint de 50 à 75 mg par 24 heures, le risque de développer un épaississement des valvules cardiaques augmente. Si on arrive à 200, 300 incidents de maladies cardiaques carcinoïdes, là, on sait que ça peut aller jusqu'à 50% ou plus. Même si les symptômes de floche et de diarrhée sont bien contrôlés, je vais examiner de près le métabolisme de la sérotonine parce que je veux prévenir les maladies cardiaques carcinoïdes. Quant aux autres situations, s'il y a progression de la maladie, même si les marqueurs n'augmentent pas, je vais augmenter la dose pour améliorer les effets antiprolifération. Et finalement, si les patients ont des syndromes bien contrôlés depuis 2 ans et demi, 3 ans, mais que tout à coup, il y a des symptômes qui apparaissent tous les mois ou avant la prochaine injection, je peux soit augmenter la fréquence ou augmenter la dose. Docteur Turcotte, si on est allergique au CT Contrast, est-ce qu'on peut faire l'objet d'un PET scan? Eh bien, pour les PET scans, je parle du Québec, nous ne donnons pas de IV Contrast pour l'examen. On utilise des produits radioactifs. On n'a pas besoin de IV Contrast, donc il n'y a pas de contre-indication. Ce qu'on peut faire aussi dans cette situation, c'est un IMR avec IOVIST. IRM, pardon. Docteur Mété, dans quelle mesure est-ce qu'on peut évaluer le Ki-67 au niveau tumoral? Eh bien, tant qu'on a les blocs de paraffine, on peut faire des évaluations en utilisant l'immunohistochimie, des tests d'ADN. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il faut avoir des tissus bien préservés, bien fixés. Et il faut les conserver de façon précise et, dans nos archives. Docteur Coase, dans quel cas est-ce que vous pouvez utiliser d'autres médicaments pour contrôler la diarrhée, bon, s'il y a des enzymes pancréatiques, etc.? Très bonne question. Beaucoup de patients qui viennent de recevoir un diagnostic de syndrome carcinoïde auront des problèmes d'absorption de VAT. Et ça s'explique en partie par le temps de transit rapide. Lorsqu'on ralentit ce temps de transit, l'absorption des matières grasses s'améliore, mais c'est une épée à 2 tranchants. La thérapie à la sandostatine elle-même, dans certains cas, peut induire la suppression de la production enzymatique par le pancréas. Il y a une fonction endocrine pancréatique et il y a des fonctions exocrines pancréatiques. Et cette fonction exocrine, c'est la fonction qui mène à la production d'enzymes pancréatiques qui permettent de digérer la nourriture. Et lorsqu'on supprime la production de lipase, les matières grasses ne sont pas bien absorbées et malheureusement, la sandostatine peut avoir cet effet. Alors, je demande à mes patients, est-ce que vos selles flottent? Est-ce qu'il y a des petites gouttes d'huile dans la cuvette? Est-ce que des fois vous devez tirer la chasse 2 fois pour vous débarrasser des petites gouttes huileuses? Et s'ils me répondent oui à l'une ou l'autre de ces questions, eh bien ça peut vouloir dire que ces patients ont effectivement des problèmes d'absorption des matières grasses. Et ça, c'est un effet secondaire de la sandostatine. On mesure la matière grasse dans les selles. En fait, c'est ce qu'on faisait quand j'étais à la clinique Mayo. Et on demandait aux patients de collecter leurs selles pendant 72 heures. Et ensuite, il y avait un technicien qui pouvait mesurer le taux de gras dans les selles. Ordinairement, on devrait absorber 95% des matières grasses qui se trouvent dans nos aliments. Et pour certains de ces patients, eh bien, l'absorption n'était que de 50 ou 30% de matières grasses. Et dans ce cas, les enzymes pancréatiques peuvent être très utiles.
les enzymes commercialement disponibles sont dissous par l'acide dans l'estomac. Donc, il faut réduire l'acide dans l'estomac par le méprisol, par exemple. Donc, les enzymes pancréatiques peuvent jouer un rôle très important, mais on doit les donner avec un inhibiteur de pompe à protons. Merci. Dr Turcotte. Il y a les critères spécifiques qui font en sorte qu'on peut être un bon critère. Y a-t-il des contre-indications quant aux critères de sélection? Eh bien, il s'agit surtout des maladies métastatiques. C'est un critère, il faut pouvoir démontrer pathologiquement de haut niveau de récepteurs de somatostatine de type 2 pour le traitement. Et ce sont là les principales indications. Quant aux contre-indications, à l'heure actuelle, comme il s'agit plutôt de recherche clinique, quelqu'un qui a des problèmes de biochimie ou une insuffisance rénale peut présenter des contre-indications. Donc, vous faites un dépistage quant à la condition, à l'état de santé général des patients. Bien sûr, on regarde tous les aspects. J'ai quelque chose à ajouter à ce sujet. La fonction rénale est cruciale parce que le matériel qui ne lie pas aux tumeurs sur les récepteurs de somatostatine est excrété par les reins. Alors, si le patient a une insuffisance rénale, c'est une contre-indication. Il faut aussi qu'il y ait suffisamment de fonctions hématologiques. Il faut qu'il y ait suffisamment de cellules, de lymphocytes et de plaquettes aussi. Et Jean-Mathieu et moi proposons de faire une vérification de la biodistribution et la dosimétrie pour nous assurer de donner la bonne quantité de radioactivité sans détruire les reins, de façon à ce que cela fasse partie aussi des sujets de recherche. Deux dernières questions. Dr Coles, vous avez parlé de différents effets secondaires. Qu'en est-il? Quels sont les risques? La cholélithiase est un mot qui est très compliqué, qui veut dire calcul dans la vésicule biliaire. Et c'est présent chez 50% des patients et qui suivent ces thérapies d'octréotide chronique. Donc, lorsque le patient commence le traitement, s'il y a des tumeurs primaires dans un intestin grêle et s'il n'y a pas eu résection, si le patient est en bon état physique, nous considérons sérieusement une consultation chirurgique pour faire la résection de la tumeur primitive et en même temps, on fait l'ablation prophylactique de la vésicule biliaire. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Parfois, les femmes qui ont un cancer du sein présentent des métastases dans les os et dans le foie et des tumeurs dans le sein qui peuvent et passent directement en thérapie systémique. Et on ne se préoccupe pas de faire la résection de la tumeur primitive parce que la chimiothérapie ou la thérapie hormonale va agir sur la tumeur du sein aussi. Chez les patients qui souffrent de tumeurs carcinoïdes, bon, ça c'est une opinion personnelle, mais de plus en plus d'autres centres importants adoptent ce point de vue aussi. Nous avons un très faible seuil quant à la résection de la tumeur principale, même lorsqu'il y a métastase hépatique, parce que 75% de mes patients qui présentent des métastases hépatiques seront encore vivants dans 5 ans, à partir du moment où je les verrai, 75%. Et pendant cette période de 5 ans, si la tumeur primitive est encore là, ça va stimuler la formation de tissus cicatriciels qui vont entourer les vaisseaux sanguins et qui vont créer une contraction, une rétraction de l'intestin. Et cela peut mener à des situations chirurgicales où le chirurgien ne sait pas trop quoi faire. Donc, ces patients vont vivre longtemps. Donc, on pense effectivement que c'est une bonne idée de faire l'ablation de la vésicule biliaire. Et nos collègues à la table là-bas sont tout à fait d'accord. Dernière question pour le Dr Coles. Et j'ai un petit peu de mal moi-même à répondre à cette question, mais au moins je peux la lire. Donc, si on fait l'objet d'une ablation d'une tumeur abdominale et s'il y a quelques petites tumeurs dans le foie qui ont été stables depuis les 42 derniers mois grâce à la somatostatine
LAR, pris depuis longtemps, est-ce qu'on peut prendre un congé de traitement lorsqu'il y a une longue stabilité? Si un patient me pose cette question et je lui dis, vous allez devenir un patient expérimental, parce que moi, je n'arrête jamais la sandostatine si ça fonctionne, comme c'est le cas dans ce cas hypothétique. Si vous voulez prendre le risque et devenir un patient expérimental, eh bien, c'est votre prérogative, mais je ne le recommande pas. Très bien. Voilà qui met fin à la période de questions. Je veux remercier nos conférenciers qui nous ont offert des présentations fantastiques. Merci beaucoup. Et j'espère que tout ça vous a montré combien il est important de travailler de façon multidisciplinaire, en équipe. C'est important pour tous les patients et pour toutes les situations auxquelles vous faites face. Je vous souhaite bon appétit. Jim, est-ce que vous avez quelques mots à nous dire? And certainly our heartfelt agreement, Et nous first sommes class. Thank you very, entièrement very much. d'accord. Very Excellente good présentation, information. première classe. Merci beaucoup.